Donc bienvenue et bonjour à tous pour ce webinaire du 6 février sur le sujet du facteur humain pour transformer l'adoption de l'IA. Alors vous voyez que par rapport au titre, je n'ai pas prononcé le premier mot qui est HumaShift parce que d'abord je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, c'est Mohamed qui va le dire. Ça se prononce bien comme ça, HumaShift. Voilà, alors HumaShift, Mohamed va expliquer de quoi il s'agit. Par contre, je pense que tout le monde comprend l'idée qui est sous-jacente, à savoir que la transformation de l'entreprise par l'adoption de l'IA n'est pas une chose très simple, et on est là précisément pour en parler. Alors, qui est là pour en parler? Eh bien, Mohamed, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et merci Philippe pour l'invitation. Très rapidement, je suis en charge de l'accélération de l'innovation digitale au sein du groupe Engie. Donc, comment le digital peut réellement apporter de la valeur à notre cœur métier qui est l'énergéticien en améliorant toutes les activités de nos opérations, de nos techniciens sur le terrain, en termes de maintenance prédictive, de jumeaux numériques ou d'énergie management system. Et en plus ou en parallèle de cette activité-là, très orientée innovation et prospective autour de ces outils digitaux qu'on peut mettre en place pour nos métiers, je porte un sujet ou un programme autour de l'adoption que j'expliquerai un peu plus tard au cours de la présentation. Merci Mohamed. Et en ce qui me concerne, je suis directeur marketing et commercial chez Zenbaya, qui est une plateforme d'agents IA. Je vais la présenter rapidement dans un instant. Je suis également rédacteur en chef adjoint de IA for Business, qui est un média qui traite de l'adoption de l'IA. Et c'est bien le sujet du jour, en l'occurrence, qu'on constate et ce qui justifie qu'on va parler aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que l'IA apporte beaucoup aux entreprises, ou du moins est susceptible d'apporter beaucoup. Donc la promesse de gain est tout à fait considérable. L'effet waouh ne se dément pas. Les effets, notamment des promesses de performance, de gain de productivité, de capacité à réaliser des choses qu'on ne pouvait pas faire avant également, sont tout à fait remarquables. Cependant, beaucoup de projets échouent. Alors, on a vu qu'il y a une étude qui vient de paraître de Microsoft sur l'adoption de l'IA, qui est parue la semaine dernière, je crois, qui démontre que la France serait en 5e position mondiale dans l'adoption de l'IA. C'est bravo, cocorico, avec un niveau d'adoption estimé par Microsoft de l'ordre de 40%, sauf que bon, Microsoft n'est pas tout à fait objectif dans la mesure où il part surtout de copilote, d'une part, et d'autre part, d'autres études montrent un niveau d'adoption réel, c'est-à-dire en phase d'industrialisation de projet, beaucoup plus bas. Et de fait, la plupart des études montrent que beaucoup de projets échouent. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est la sécurité, en fait. Pour simplifier, hein, le Shadow IT, c'est aussi le fait que les usages ne sont pas tout à fait clairs, ne sont pas très encadrés encore aujourd'hui. Et donc pour les RSSI des entreprises, des grandes entreprises comme partout ailleurs, ben, c'est compliqué, d'où une certaine méfiance. Et puis l'autre raison, c'est la complexité d'intégrer cette puissance hors norme qu'apporte l'IA générative dans des métiers qui existent déjà depuis des années, depuis parfois des dizaines d'années, avec des process qui ont déjà fait leurs preuves, qui n'ont pas attendu l'IA pour ça. Donc comment réintégrer ça? C'est assez complexe. Facile de demander typiquement à une IA de rédiger une annonce d'emploi, c'est beaucoup plus compliqué de lui demander de piloter un process de recrutement de A à Z. Notre réponse chez Zenbaya, elle est technologique. Et on va voir que ça ne suffit pas, mais c'est déjà un premier élément, et c'est évidemment un élément essentiel. Notre réponse est de dire, et on ne s'appelle pas Zenbaya pour rien, c'est de dire qu'il est possible, via une plateforme agentique, de faciliter l'adoption de l'IA et de l'intégrer plus facilement dans les process, à condition de respecter un certain nombre de règles. Et la première des règles qu'on s'impose dans la plateforme qu'on met à disposition de nos clients, c'est de fournir une plateforme qui est très complète et très ouverte pour créer des agents. Donc très complète, c'est que vous avez une quinzaine de LLM qui sont à votre disposition. Or, c'est important parce que certains LLM sont plus efficaces dans certaines situations. Claude, par exemple, est très bon pour faire du développement, donc sur des processus plutôt orientés développement informatique. Et Gemini est excellent pour faire des études de marché. Donc là, plus dans un monde marketing. Ce sont quelques exemples et on voit que chacun des LLM a sa valeur ajoutée. Et donc, c'est intéressant de pouvoir tous les mettre à disposition. La deuxième chose, ça ne suffit pas, les LLM,
c'est que, comme je le disais, il faut tenir compte et considérer les processus métiers existants. Donc l'idée, c'est de fournir un catalogue de processus, ou plus exactement de blocs d'instructions qui répondent ou qui retranscrivent ce que le processus métier d'une entreprise. Et ces blocs d'instructions, on appelle aussi des prompts, que vous connaissez, eh bien, ils sont fournis sous une forme donc, de catalogue et surtout, ils peuvent se parler les uns aux autres, on peut les enchaîner et c'est comme ça qu'on reproduit fidèlement le processus métier d'une entreprise, que ce soit un processus de recrutement, d'acquisition de leads, de génération de sites web, de formation d'équipes, etc. Le troisième point qui nous a paru au fur et à mesure essentiel, au fur et à mesure qu'on a avancé, ça fait plus de 4 ans, 5 ans maintenant qu'on développe cette plateforme, c'est le fait de proposer dans la plateforme du multimodal le plus complet possible. Parce qu'il y a des cas de figure où il faut produire du texte. Dans d'autres cas de figure sont plutôt des images, d'autres cas de figure sont des slides, des infographies, de la vidéo. Il faut pouvoir générer des bots et des avatars, il faut pouvoir faire du podcast, etc. Et donc, il faut pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces éléments multimédia qui œuvrent à faciliter l'adhésion et l'adoption de l'IA dans les équipes. Et puis le dernier point, on parle d'insertion, on parle d'adhésion, donc forcément c'est insertion aussi dans le tissu applicatif de l'entreprise. Donc c'est une plateforme qui doit être totalement ouverte et qui l'est. On peut fonctionner par API, par webhook, par connecteur, on peut faire du MCP, travailler avec d'autres agents comme N8N ou MEC. Et donc, en fait, on peut du coup discuter avec un CRM, avec un ERP, avec une GED, récupérer des informations, renvoyer, et puis bien sûr faire du RAG. Et pour ceux qui connaissent un peu le sujet, appeler des bases de connaissances de l'entreprise pour que l'agent soit, entre guillemets, encore plus intelligent. Et du coup, la façon d'organiser, de créer un agent, donc qui est la première chose à réaliser pour que ce soit facile à intégrer dans les processus métiers de l'entreprise, c'est très simple. Vous avez une fenêtre de contexte. Donc là, on est dans une fenêtre de création d'agent. Vous avez une fenêtre de contexte. Vous avez les différents blocs d'instructions, les prompts dont je parlais, le catalogue, là, et ils se répondent tous les uns aux autres. Et puis, vous avez en dessous les résultats qui, une fois qu'on a cliqué sur des prompts, ça appelle les LLM. Et puis, sur la partie droite, vous avez les fenêtres de paramétrage, de prompting de chacun de ces prompts. Et là, je passe très vite, c'est l'ensemble de ce qui est mis en disposition sur la plateforme. Donc, c'est une boîte à outils très complète. Alors, vous comprenez que du coup, on peut faire plein de choses, mais ce qui intéresse l'utilisateur, c'est pas que ce soit une forte capacité, c'est que ça réponde à ce qu'il veut avoir, lui, visuellement. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième étape, la première étape, c'était de fournir une plateforme très complète et très ouverte. La deuxième étape, c'est de réaliser des interfaces d'utilisation qui soient parfaitement adaptées à l'usage que vont faire les utilisateurs. La première chose la plus évidente, c'est que l'agent n'apparaît même pas. Il est intégré dans le CRM, dans le RP de l'utilisateur, dans son logiciel de métier, de façon à ce que lorsqu'il l'utilise, ça lui apporte plus de puissance, mais à la limite, c'est Zenbaya Inside. Il ne voit pas d'agent Zenbaya particulièrement. Mais dans d'autres cas de figure, il est nécessaire de créer des interfaces spécifiques. Alors, je vous donne juste des exemples, et puis parce que je vois que Mohamed piaffe d'impatience, je vais lui passer la parole. C'est que, donc, un autre exemple, c'est que dans certains cas, vous connaissez la possibilité de mettre un bot sur un site web qui va discuter avec l'agent et interagir avec l'internaute. Un autre cas de figure, c'est par exemple l'extension Chrome. Pourquoi? Parce que un des cas d'utilisation très utile, c'est vous êtes utilisateur, vous êtes sur une page web, vous avez besoin d'analyser le contenu de cette page, vous allez lancer une petite extension qui fait appel à un agent et qui va scraper ce qu'il y a sur la page et lancer des prompts qui vont lancer eux-mêmes des LLM et instruire ces LLM pour que le résultat de l'analyse corresponde à ce qui a été demandé par l'utilisateur, etc., etc. Donc il y a plein de cas de figure comme ça. Là, c'est un cas où on crée une interface qui livre des leads pour Sage, pour ne pas le nommer. Donc, des leads qui sont livrés à partir de contacts qui ont été scrapés sur le web, qui ont un comportement qui montre qu'ils sont en ce moment intéressés par ce que propose Sage, qui sont enrichis. Un autre agent va aller enrichir et scorer le niveau d'intérêt de l'interlocuteur, du contact. Et puis, on fournit du coup une fiche de contact complète pour Sage. Là, c'est encore une autre interface. On crée un site web qui crée automatiquement sur un thème donné pour notre client des articles qui sont optimisés SEO-GEO et qui permettent également de générer des interviews avec des contacts intéressants. Donc, en fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez une interface différente qui va correspondre exactement, qui va se
finalement reprendre la façon dont la personne travaillait jusqu'à présent. Là, par exemple, on est un commercial qui répond à un cahier des charges, un CCTP qu'il a reçu. Tout ce qu'il a à faire, c'est donc déclencher ici un petit agent, une petite interface agent, où il pose la question à l'agent, est-ce que tu peux répondre à cette question du cahier des charges? Et l'agent va aller chercher ça dans la base de connaissances de l'entreprise. Voilà. Alors, ça permet du coup, comme je le disais, de reproduire intégralement un processus métier, hein, agent par agent. Donc là, c'est un exemple, c'est marketing-vente. On est très présent dans les domaines marketing-vente chez Zenbaya. On a beaucoup de demandes. C'est un domaine où il y a une bonne maturité des interlocuteurs sur ces sujets, même si on travaille aussi dans d'autres domaines métiers de l'entreprise. Et donc, on est très fiers parce qu'on arrive avec nos clients à obtenir des bons résultats et de faire en sorte qu'on passe du prototype au POC puis à l'industrialisation. On a d'ores et déjà, grâce à ça, et on est très fiers de l'annoncer, gagné un certain nombre de trophées, de concours. On a été primé et distingué. Hier encore, GoToChannel, alors on est particulièrement fiers de l'annoncer parce que c'est un trophée qui est difficile à obtenir. Il est organisé par le monde informatique, distributique et le salon IT Partners, qui est un des plus gros salons de la distribution informatique en France, si ce n'est le plus gros, je crois, avec plus de 10 000 visiteurs. Donc on a été primé, Yahoo, Oura, et on a le sentiment très, très net avec Hervé sur la gauche et moi je suis le cosmonaute Iki, d'avoir décroché la Lune. Alors, tout ça c'est très bien, mais comme je le mets en titre, et l'humain dans tout ça, parce que nous, là, on fait de la techno. On discute avec les clients, on parle avec les clients, on écoute énormément ce que les clients font, mais c'est là qu'on a besoin d'aller un cran encore plus loin pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête des clients, ce qui se passe dans leurs gestes métiers. Et c'est pour ça que quand on a discuté il y a quelques mois avec Mohamed, on a trouvé qu'il y avait une correspondance, une concordance des temps qui était assez géniale et surtout ce qu'il fait est remarquable. Et donc c'est pour ça qu'on voulait le partager avec vous. Et ben du coup, Mohamed, je vais te passer la parole. Merci Philippe. Et du coup, je partage mon écran. Je pense que c'est remonté. Peut-être juste pour compléter très rapidement ma présentation, effectivement, et expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce sujet de l'adoption, c'est que je viens du terrain. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain à essayer de comprendre comment fonctionnent les gens, comment ils réalisent leurs tâches au quotidien, etc. Et en travaillant sur les sujets d'innovation chez nous, en organisant beaucoup de learning expedition, et pas simplement chez nous, parce qu'on le faisait aussi avec d'autres grands groupes, d'autres partenaires, à chaque fois, moi, je posais cette question d'adoption. Et je me suis rendu compte que les niveaux de maturité, déjà, le terme adoption est très large en termes d'interprétation. Pour moi, on confond souvent adoption et déploiement pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, sur l'étude de Microsoft. C'est pas parce qu'un outil a été utilisé une fois ou parce qu'on se connecte chaque jour à cet outil-là qu'il est forcément adopté. Donc, il y a cette confusion pour moi entre adoption et déploiement. C'est en constatant, on posait des questions sur ces sujets d'adoption et en recevant des réponses du type oui, on a un demi-ETP qui envoie des newsletters et des coms une fois par mois sur l'outil, et notamment sur les sujets autour d'IA, que je me suis dit il y a 2 ans qu'il y avait un vrai sujet autour de l'adoption chez nous. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'est pas simplement chez nous, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à créer un groupe de travail qui va se transformer petit à petit à un consortium qui s'appelle HumaShift. Et HumaShift, c'est pour Human Machine Shift. Et je vous expliquerai un peu plus tout ça dans la présentation, en évitant cet effet banane ou cet effet hamac, à remettre des éléments saillants à chaque fois. Donc, peut-être avant de commencer, je vous laisse 30 secondes. La dernière fois que vous avez utilisé un LLM, c'était peut-être hier soir, hier matin, etc. De ne pas penser à la tech, mais essayer de penser à ce que vous avez ressenti. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'émotion est à l'origine de tout. En fait, il faut savoir qu'une réaction émotionnelle
La première réaction que le cerveau a vis-à-vis d'un stimuli, donc d'une information qu'il reçoit, est d'abord émotionnelle. On estime cette réaction émotionnelle entre 180 et 220 millisecondes. C'est bien avant la mise en place de ce qu'on appelle les biais cognitifs et donc des raccourcis mentaux qui sont, eux, entre 300 et 420. Et c'est après, donc presque une demi-seconde après, qu'on va rentrer dans une gestion consciente, on va dire, de cette interaction. Il faut savoir que les travaux sur ces aspects émotionnels ont commencé dans les années 50. On avait identifié à l'époque ce qu'on a appelé les 6 émotions primaires dans lesquelles il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût, ce qu'on retrouve dans le film Vice Versa. Et ils sont beaucoup appuyés sur des travaux de neurosciences pour réaliser ce film. Mais il y a beaucoup des travaux de plus en plus élaborés sur ce sujet autour de l'émotion qui a amené sur des rosaces comme celles qu'on peut voir à l'écran. Et donc, une fois qu'il y a ce traitement émotionnel, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, et notamment des mécanismes inconscients, des heuristiques ou ce qu'on appelle les biais cognitifs. J'en ai listé quelques-uns, notamment l'ancrage, c'est qu'on va rester, ou c'est tendance à rester focalisé sur sa première impression, la confirmation, ce que j'appelle moi l'effet Google aussi, c'est qu'on va plus chercher ce qui va conforter ce qu'on pense déjà plutôt que challenger les idées ou les pensées qu'on a. C'est un biais inconscient qui est intégré pleinement dans les réseaux sociaux et le biais sur lequel est construit avec le mécanisme d'attention, un des biais sur lequel sont construits les réseaux sociaux. Il y a cette notion ou ce biais d'excès de confiance qu'on appelle aussi l'effet Dunning-Kruger, cette capacité ou cette tendance à surestimer ses connaissances par rapport à un sujet qui s'est beaucoup manifesté avec l'arrivée de l'IA et l'explosion de ce que c'est un expert IA, qui s'est manifesté aussi avec le Covid pour sortir de la dimension tech. Tout le monde, au bout de 6 mois, était devenu virologue, était capable d'expliquer comment se diffusait le virus. Mais cet effet Dunning-Kruger, quand on résume très rapidement, c'est quand on en sait le moins qu'on en parle le plus. C'est un effet qui se coule, c'est que ceux qui sont beaucoup plus experts sur le sujet se posent des questions parce qu'ils se rendent compte que le sujet devient extrêmement vaste, extrêmement complexe et que c'est pas si évident que ça de s'exprimer dessus. Et le dernier que j'ai noté, c'est celui de statu quo, ce qu'on appelle qui arrive souvent dans les sujets autour de la réticence au changement, c'est de donner plus d'importance aux risques de changement que les opportunités que ça peut que ça peut avoir. Donc là, j'en ai listé 4 de ces biais cognitifs. Il faut savoir que des biais cognitifs, il y en a eu 250 qui ont déjà été identifiés. Vous pouvez juste taper codex des biais cognitifs sur Internet. Vous avez des codex animés où en cliquant sur chacune de ces liens-là, vous allez pouvoir avoir une définition de comment il a été mis en place, comment il a été testé ou éprouvé. Et il faut juste, si vous avez à retenir quelque chose sur ces notions de biais cognitifs, ils sont catégorisés dans 4 parties. Soit il y a trop d'informations, et du coup, le cerveau va trier quelque part pour se focaliser sur ce qui nous intéresse. Soit justement, il n'y a pas assez d'informations et le cerveau va venir combler les trous avec ce qu'il sait. Soit il va trier dans toutes ces informations-là ce qu'il va retenir et ce qu'il va mémoriser. Soit ça permet de réagir ou de répondre à cette nécessité de réagir vite à une situation. Et on continue à en découvrir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. Et une fois que ces mécanismes-là émotionnels et les heuristiques se mettent en place, d'autres mécanismes arrivent plus tard. Les représentations, qu'est-ce qu'on pense sur le sujet, qu'est-ce qui nous motive à aller chercher ou à aller comprendre ou à faire quelque chose, comment fonctionne notre mémoire. Il faut savoir qu'il y a 5 types de mémoire différentes.
les mémoires procédurales, spatiales, mémoire de travail. Donc, il y a différents types de mémoire. Elles ne sont pas sollicitées de la même façon quand on travaille avec des outils comme des outils d'IA. Comment se met en place l'apprentissage et ces mécanismes d'apprentissage? Comment l'appartenance sociale influence ces interactions, ces usages-là? Tout ça pour vous dire que on entend beaucoup parler du facteur humain et ça a beaucoup été utilisé dans l'accidentologie. Par exemple, quand on arrive au résumé ou au constat que que c'est dû au facteur humain, donc c'est l'intervention ou la contribution humaine à un événement. Mais quand on parle des facteurs humains, ce sont tous ces éléments qui sont liés à notre cognition, donc la façon dans laquelle fonctionne notre cerveau et qui influencent réellement notre comportement. Et ce qui est intéressant, marrant, c'est que Daniel Kahneman, dans les années 70, avait commencé à travailler sur ces sujets-là. Il a sorti le livre Think Fast, Think Slow, où il a identifié ces deux systèmes de pensée. Le système 1 qui, lui, est rapide, automatique, associatif, inconscient, et qu'aujourd'hui, le neurobiologique associe à la dimension émotionnelle et au biais cognitif. Ensuite, il y a le système 2 qui est plus logique, lent, paresseux, il ne se met pas en place facilement et qui, lui, est un peu plus conscient. Il faut savoir, juste à titre d'exemple, on traite quasiment 27 000, ou le cerveau perçoit 27 000 informations par jour. Il y a à peine 0,3% de ces informations-là qui sont conscientisées. Ce qui nous amène un peu au modèle qu'on a commencé à concevoir, qui s'appelait MSPTC avant, qui avait plus un nom de virus, même si au niveau du groupe, on a envie qu'il devienne viral et qu'il se propage comme un virus, mais on a changé le nom pour aller vers HumaShift, justement pour s'appuyer sur ces mécanismes mentaux, sur ces manières dont fonctionne le cerveau, pour repenser l'adoption du digital et l'adoption de l'IA au sein d'Engie, mais au sein aussi des autres groupes qui participent à ce consortium. Et donc, concrètement, HumaShift, ou plutôt MSPTC, c'était M pour mindset, S, donc l'évolution des mentalités, S pour le skilling ou l'adaptative skilling, la montée en compétences adaptatives. Le P, c'était pour le PAT, donc le parcours naturel dans lequel il faut intégrer tout ça. Le T pour teaming, donc la façon dans laquelle on travaille avec la machine et plus largement la machine. Et comme c'est un modèle qui évolue, au début, il s'appelait MSP, Mindset Skilling Path. On a ajouté le teaming et cet été, après avoir mis en place un certain nombre d'outils et testé un certain nombre d'outils, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, et notamment la dimension collaboration, la dimension collaborative. Donc, c'est vraiment un framework méthodologique qui est open source. Le but, c'est d'avoir des personnes qui se l'accaparent, qui imaginent de nouveaux outils pour le tester, les prouver et mettre à disposition ce qu'ils ont conçu à partir de ce framework-là à destination de tous les bénéficiaires ou tous les membres de ce consortium. Et le but, c'est vraiment d'avoir une IA humaine où on ressent réellement l'humain et les enjeux de l'humain, ses fonctionnements dans la réflexion, une adoption, un usage qui soit collectif, contextualisé et surtout durable de ces nouveaux outils qui arrivent. Pour entrer un peu plus dans le détail, quand on parle d'évolution du mindset et des mentalités vis-à-vis de l'IA, l'IA n'est pas arrivée sur un terrain vierge. Il y avait déjà des représentations, des projections, des fantasmes, des imaginaires, beaucoup amenés par justement cet imaginaire hollywoodien autour de l'IA, et ça date pas de 2023 ou 2022 avec ChatGPT. Les gens ont des représentations vis-à-vis de l'IA. Et contrairement à tout ce qu'on a tout ce qu'on a connu jusqu'à janvier ou fin 2022, début 2023, on était dans un monde de techno-déterministes. Quelle que soit la question posée, la réponse allait toujours être la même. Aujourd'hui, avec ces outils-là,
pour une même question, les réponses vont être complètement différentes. Et du coup, l'idée n'est plus simplement comment poser la question, et du coup, toute l'activité qu'il y a eu autour du prompting, même si je ne suis pas forcément à l'aise avec ce sujet-là, parce que à la base, ces outils de LLM étaient censés comprendre le langage humain. On s'est retrouvé à créer un nouveau langage ou structurer le langage d'une telle manière à pouvoir interagir avec ces machines. Et c'est marrant parce qu'il y a une étude qui a montré une évolution de notre langage humain avec des patterns d'interaction avec les machines dans le langage naturel. On commence à parler dans notre vie de tous les jours comme si on parlait à des machines. Et du coup, il faut changer ce paradigme dans la relation avec les machines, dans le sens où le but, c'est plus simplement la question, mais aussi la réponse. Si je vous pose la question à tous de me dessiner un champ de fleurs, il y en aura qui vont mettre juste un fond vert avec des points rouges, d'autres qui vont demander un champ de tulipes dans un paysage aux Pays-Bas avec un moulin, etc. Mais derrière, comment on se met d'accord tous sur quelle est la réponse attendue? Et du coup, au sein d'une organisation, là où ça commence à être intéressant, c'est plus simplement obtenir la réponse, mais quels sont les critères ou quels sont le cadre qu'on met ensemble pour évaluer la bonne réponse ou la réponse nécessaire, parce qu'il n'y aura pas qu'une bonne réponse, la réponse nécessaire à un process, à une question spécifique. Et l'évolution du mindset concerne aussi ce rapport à la connaissance avec des outils qui évoluent très vite, qui changent beaucoup. Tous les 3 mois, il y a un modèle qui est beaucoup plus performant que les autres. Ça interroge beaucoup notre rapport à la connaissance et notre rapport à l'apprentissage. Comment réapprendre à apprendre ou désapprendre la façon dans laquelle on a appris dans notre génération, parce qu'on rentre dans un monde où l'apprentissage va complètement changer. Ce qui amène petit à petit à cette notion de montée en compétences. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on s'est plongé un peu dans le prompting et que tout le monde devait être bon sur le prompting, mais on a oublié qu'est-ce qui motive aujourd'hui les gens à le faire, sur quoi ils portent leur attention. Et donc, ce qu'on a essayé d'intégrer dans ce modèle-là, c'est comment partir réellement des intentions des gens pour identifier leurs éléments motivationnels et attentionnels sur lesquels il faut s'appuyer pour identifier des parcours de montée en compétences personnalisés et les amener à cette conclusion, pas forcément conclusion, parce que c'est plutôt le début du chemin ou le début de l'aventure, qu'avec dans un monde où la connaissance est hyper disponible, le plus important maintenant, c'est pas ce qu'on sait, mais plutôt ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on sait. Et comment on est capable d'exploiter ce qu'on sait. D'où l'intérêt de partir réellement de ces intentions-là pour proposer des parcours personnalisés aux collaborateurs. Ce qui nous amène aussi à cette dimension d'intégration dans le parcours naturel, comment faire en sorte que l'IA s'intègre réellement dans les routines naturelles. Malheureusement, ce que j'ai constaté chez moi, mais aussi dans d'autres groupes, c'est que l'IA, notamment pour les gens du métier, est beaucoup perçue comme une surcharge de travail. Ça veut dire que c'est un truc en plus de ce qu'ils doivent faire au quotidien, ou aussi une charge mentale. Et du coup, l'idée d'intégrer cette adoption dans le parcours naturel, c'est comment s'appuyer réellement sur ce que font les gens au quotidien, leur objectif à moyen, à court, très court, moyen terme, qu'est-ce que j'ai à faire dans la semaine, dans la journée, et créer de la continuité dans cette intégration de l'IA et pas considérer ça comme dans la rupture. Je reviendrai quand j'aborderai la dimension collective. La rupture ne devrait pas être sur l'usage, mais la rupture va plutôt basculer sur la dimension process. Et comment on co-construit ces nouveaux process métiers en intégrant l'IA pleinement dans les usages et pas simplement en plus de ce qu'on fait déjà. Et donc, repenser dans cette co-construction des process, cette relation avec la machine,
Et ce qu'on a intégré dans cette dimension teaming, donc relation homme-machine, des travaux qui ont été initiés il y a une vingtaine d'années par l'américaine qui s'appelle Human Autonomy Teaming, et dans lequel il y a, quand il parle de human, ça veut dire quelles sont les compétences qu'on veut garder en tant qu'humain. Et une fois qu'on veut le garder pour plein de raisons, ça peut être pour des raisons motivationnelles, parce qu'il y a des raisons de plaisir, c'est la volonté de faire ces choses-là. Une fois qu'on a identifié ces compétences qu'on veut garder, l'idée, c'est de définir clairement comment on maintient ces compétences dans le temps. Comment on s'assure que les gens sont toujours au bon niveau de compétences avec le temps et comment on s'assure de la transférabilité de ces compétences d'une génération à l'autre. Ensuite, une fois qu'on a identifié et défini la façon dans laquelle on va gérer ces compétences, pour vous donner un exemple très concret par rapport à ce qu'on a vécu, les techniciens à qui on a donné des outils aujourd'hui LLM pour interagir avec ces machines et rédiger les plans d'intervention. Aujourd'hui, on a des experts qui sont capables d'entraîner ces machines, de pouvoir dire à une machine qu'elle raconte n'importe quoi et challenger ce que dit la machine, mais comment on veut garder cette compétence-là? Comment on veut que plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ait toujours des personnes capables de dire à la machine « Ah non, ça c'est n'importe quoi » ou « ça ne correspond pas réellement au contexte » parce que la machine ne voit que ce qu'on lui a donné, ne voit que les informations qu'elle a en base. Et comment s'assurer de cette transférabilité de cette compétence? Comment les futures générations de techniciens gardent cette compétence de la machine dit n'importe quoi et sur cette situation-là ou sur ce moment-là, je ne vais pas suivre ce que dit la machine. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette gestion de compétences, on va travailler sur qu'est-ce qu'on délègue à la machine. Et cette délégation, elle n'est pas simplement au niveau de la tâche, donc cette tâche je délègue, cette tâche je ne délègue pas, elle est au niveau de la compréhension de l'écosystème complet pour comprendre, pour permettre aux collaborateurs de bien cerner la situation et de comprendre les impacts que pourrait avoir cette délégation, surtout à moyen et long terme. Je t'interromps une seconde, Mohamed. Il y a un cas très connu, c'est celui des sociétés de services, des ESN, qui sont construits en modèle pyramidal, où en gros, tu démarres en tant que junior développeur pour simplifier. Hein. Puis, au fur et à mesure, tu deviens manager et puis patron de BU, sauf que de plus en plus de juniors maintenant sont remplacés par des IA. On l'a vu, hein, Capgemini licencié en masse. Et du coup, à terme, la grande inquiétude qu'ils ont, c'est les managers. Pour devenir manager et avoir la capacité à juger du travail de l'IA, il a fallu d'abord qu'ils fassent le boulot qu'ils faisaient quand ils étaient juniors. Et là, dans une génération, il n'y aura plus que des managers qui n'auront aucune expérience. C'est là où, moi, quand je parle de ce sujet-là, et notamment sur la dimension RSE de l'adoption de l'IA, on pense beaucoup, quand on parle de RSE, du E de l'environnement, mais il y a le S du social et du rôle social qu'a l'entreprise à maintenir à l'impact que ça peut avoir de considérer qu'on peut déléguer des tâches de junior à de la machine. Et effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, Philippe, si on fait ça, et j'ai vu pas mal de communications sur des entreprises où les seniors se targuent de pouvoir déléguer des tâches à des machines, plus à des juniors, ben, comme tu le dis, si on ne forme pas les juniors d'aujourd'hui, qui seront les seniors de demain et quels seniors on veut pour nos entreprises demain. Et c'est là où je reviens sur cette dimension, cette responsabilité sociale des entreprises à former ou à accompagner leurs seniors de demain. Et du coup, pour revenir au modèle et cette relation teaming, on fait la différence entre collaboration et coopération. Collaboration, on est homme et machine à travailler ensemble pour atteindre le même objectif. Et coopération,
on peut être homme et machine sur de la délégation complète, donc des objectifs complètement différents, et on a juste des points d'alignement pour nous assurer qu'on est au bon niveau d'atteinte de nos objectifs. Donc, on a commencé à déployer ce modèle-là avec un certain nombre d'outils que je vous présenterai tout à l'heure, mais on s'est rendu compte cet été ou l'été dernier qu'il y avait quelque chose qui manquait, et notamment la dimension collaborative. C'est qu'on ne peut pas envisager l'évolution des mindsets sans s'appuyer sur la culture d'entreprise existante, les façons de travailler existantes, comment les gens travaillent aujourd'hui et comment on peut s'appuyer sur ce qui existe pour faire évoluer le mindset. Sur la montée en compétences adaptatives, ce qu'on a constaté, c'est que à force de vouloir former tout le monde sur les mêmes choses, ben, on se retrouve avec des managers qui ont des équipes où ils sont bons sur un ou deux trucs, mais ils ont plein de trous dans la raquette. Donc, comment on s'assure dans cette montée en compétences en tant que manager d'avoir une certaine complémentarité dans la façon dans laquelle je forme mes collaborateurs. Dans la dimension collaboration de pattes, et c'est un autre constat qu'on a fait, c'est qu'on a été beaucoup sur l'automatisation des tâches et du coup se retrouver avec des process où on va venir juste mettre en parallèle ou en série des tâches automatisées. Et le constat qu'on a fait aussi chez Engie, on a recensé, dès qu'on a ouvert les vannes sur l'identification des use cases autour des IA génératives, on a recensé plus de 800 cas d'usage. Et sur les 800 cas d'usage, il y en a 70% où c'est juste, on demande à la machine de faire ce qu'on ferait nous en tant qu'humains. C'est normal, les métiers ont demandé les choses en fonction de ce qu'ils savaient, ou de ce qu'ils imaginaient pour revenir à ces notions de représentation de ce que pouvait faire l'IA. Très peu ont challengé un peu leur process ou leur façon de travailler avec les vraies capacités de l'IA. Et pas simplement, je veux que l'IA fasse ce que je suis en train de faire de la manière dans laquelle je le fais aujourd'hui. Et donc, dans cette dimension collaborative, comment sortir simplement de l'automatisation des tâches et aller dans la refonte des process et dans cette rupture que nous permet l'IA à changer nos façons de travailler et pas simplement à automatiser des façons de travailler existantes. Et dans la relation… Pardon, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de Kahneman, des systèmes 1, du système 1, du système 2. Donc le système 1, c'est le fait qu'on chacun d'entre nous a tendance à réfléchir, à utiliser un système de réflexion ultra rapide et donc très biaisé. Et puis dans certains cas de figure seulement d'utiliser le système 2 qui est plus lent, qui fait appel davantage au préfrontal, donc le cerveau le plus récent, et donc à nous amener à raisonner en réfléchissant vraiment, en nous remettant en question, etc. Et il y a des études depuis Kahneman. Alors Kahneman a été distingué au début des années 90, je crois. Il y a plein d'études qui sont parues, notamment il y en a une qui est intéressante qui dit qu'il y a un troisième système caché qui en fait déclenche le système 2. Et le système 2 est déclenché, donc la question c'est à quel moment est-ce qu'au lieu de réfléchir avec tous nos biais cognitifs de manière trop rapide, sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait, à quel moment est-ce qu'on arrive à vraiment déclencher, à se forcer à conscientiser le problème? Donc par exemple, comme tu le disais à l'instant, à imaginer l'IA différemment que ce qu'on en entend partout parler, qu'il faut ça apporte de la productivité et basta. Et bien ces études montrent qu'il y a donc ce système caché qui c'est la surprise qui permet donc lorsqu'on est surpris par quelque chose, on arrête de rester dans nos modèles les plus classiques, on sort de nos modèles classiques, de notre fameuse zone de confort et on s'oblige à réfléchir. Il y a deux éléments que je peux te donner par rapport à ta remarque. La première, effectivement, la surprise a été considérée même dans les premières études sur les émotions comme une émotion primaire. Ça veut dire que elle est vraiment dans le cadre, dans la réaction émotionnelle inconsciente, la relation inconsciente du traitement d'information et qui génère une réaction qui change le circuit qui était prévu
ou le process qui était en train de se dérouler par rapport à la tâche. En gros, le process qui s'est mis en place automatiquement pour répondre au stimuli qui a été reçu, etc. Et le deuxième élément de réponse, et j'ai commencé à, à, à ralentir parce que je traitais l'information en même temps que Charles-Antoine l'a partagé, c'est cette dimension métacognition. C'est la prise de Charles-Antoine. Donc, quels sont les éléments, les leviers qu'on est capable de prendre, de mettre en place pour basculer du système 1 vers le système 2. Ce que tu évoques sur ce troisième système, après, c'est ce qui est riche, c'est extrêmement riche et intéressant, excitant pour moi quand je travaille sur ces sujets de facteurs humains, c'est qu'il y a plein d'écoles et tout le monde ne les considère pas de la même façon. Mais ce système dont tu as parlé, Philippe, c'est ce qu'on appelle un système de bascule et qui peut s'entraîner et qui peut être mis en place pour développer justement cette métacognition, cette prise de conscience qu'on est sous l'effet d'une émotion, d'un biais cognitif, donc un système qui est inconscient, de le conscientiser pour le faire basculer sur des mécanismes conscients dans le système 2. Donc après, c'est des débats d'experts sur le sujet. Est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est juste des éléments de bascule? C'est pas le plus important, mais effectivement, un des sujets, en tout cas, qu'on évoque quand je travaille avec l'Université du facteur humain, en l'occurrence, c'est ces mécanismes mentaux, ou plutôt ces leviers qu'on est capable de mettre en place pour faciliter le passage à l'action et changer les comportements. Donc oui, il y a ce système de bascule que tu évoques qui s'appuie sur la métacognition. Et pour revenir à cette dimension collaboration dans la relation homme-machine, ça fait partie des sujets qui, moi, me travaillent beaucoup autour de l'arrivée de l'IA générative et encore plus avec l'IA agentique. C'est très vite, on a commencé à parler de l'individu. Donc, le technicien augmenté, le collaborateur augmenté, l'agent augmenté, etc. Mais le constat ou la réflexion qu'on a eue dans le cadre du consortium, c'est que plus on pousse cette individualisation, plus on fragilise le lien social. Et ce que j'évoque assez régulièrement quand je parle de cette question-là, c'est que si demain j'ai un outil omniscient, même pas demain, aujourd'hui, j'ai un outil omniscient qui est capable de répondre à toutes mes questions, pourquoi moi, junior en l'occurrence, je vais me triturer le cerveau pour savoir comment je vais poser la question, savoir quand est-ce que je vais pouvoir solliciter mon collègue, savoir si je le dérange ou pas, me préparer intellectuellement à des réponses de type « Ah, mais c'est con, c'est bête comme question », savoir formuler ma question, savoir écouter, savoir répondre savoir écouter la réponse et l'intégrer dans ce que j'ai à faire. Sauf que tous ces trucs-là, qu'on considère anecdotiques ou relativement simples, si on ne les fait pas justement, si on ne maintient pas cette compétence-là pour les choses simples dans notre relation humaine, comment on peut les garder, comment on peut garder cette compétence-là pour les choses compliquées? Du coup, pour revenir au sujet de ces nouveaux outils, comment maintenir ce lien social, comment créer ces garde-fous pour les managers et les outiller demain pour gérer des écosystèmes hybrides où ils vont avoir des humains et des machines qui vont devoir travailler ensemble et de sortir de cette relation 1 à 1 vers laquelle ces IA-là nous ont poussé dès le début, et c'est une relation quasiment naturelle et facile le cerveau est par définition paresseux, mais la paresse, c'est plus une volonté d'économiser son énergie. Comment sortir de cette paresse intellectuelle vers laquelle nous poussent ces outils pour mettre en place des espaces d'échange, de partage et maintenir ce lien social au sein des collectifs. Et d'où l'idée de ce consortium pour réfléchir à plein d'outils qu'on peut mettre en place pour garder cette IA humaine collective contextualisée et durable. Et donc concrètement, comment on a mis en place, qu'est-ce qu'on a mis en place autour de ce modèle-là? Il y a plusieurs outils, il y a des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée pour justement conscientiser le public ou les participants à ces éléments de métacognition qui ont été évoqués. Mais on a élaboré un programme un peu plus évolué qui s'appelle le programme 21 jours, qui lui s'appuie sur
que l'évolution des pratiques autour de l'IA passe par plusieurs étapes. La première, c'est cette prise de conscience du fonctionnement de l'IA et des avantages qu'elle peut apporter. Qu'est-ce que je sais, moi, de ce que l'IA peut apporter à mon quotidien? Comment je vais pouvoir être attentif à ce que je fais aujourd'hui pour imaginer, réfléchir à comment je peux gagner en efficacité en intégrant l'IA et comment je porte cette attention à la fois d'une manière individuelle mais aussi collective. Comment j'applique un certain nombre de choses et je fais évoluer mes pratiques en pleine conscience avec l'arrivée de ces IA. Comment je vais transformer ma façon de travailler et derrière, comment je vais pouvoir diffuser ces éléments-là à plus large échelle. Tout ça s'appuie sur plusieurs principes de partir des réels, de ces intentions, des besoins concrets, de créer des expériences collectives et apprenantes, de s'appuyer sur un soutien social pour être dans une logique de pleine confiance et pleine conscience de ce qu'on fait, de s'appuyer sur les réseaux d'apprentissage existants et surtout de développer cette capacité d'agir individuelle et collective. Et on va aller mobiliser un certain nombre de facteurs humains ou de mécanismes mentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment l'attention qu'on peut porter sur ce potentiel d'IA, la mise en place de nouvelles habitudes, s'appuyer sur les réseaux d'apprentissage existants et collectifs et développer ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Et concrètement, ce programme de 21 jours, c'est une première semaine, bien sûr, 21 jours, c'est une durée en tout. Sur le programme, c'est une douzaine d'heures avec, sur les 3 semaines, 10 à 15 minutes par jour d'interaction avec l'outil. Mais la première semaine, c'est une semaine de prise en conscience où on va aller challenger toutes ces dimensions de représentation, les fantasmes, les imaginaires que peuvent avoir les gens, les peurs aussi, les croyances qu'elles peuvent être rationnelles ou irrationnelles vis-à-vis de l'IA. Et l'idée, c'est de comprendre le niveau de maturité qu'on a au sein de ce collectif autour de l'IA. Et dans cette semaine-là, on va aussi aller challenger la projection que peuvent avoir les gens avec l'IA dans leur métier. Comment ils imaginent leur métier demain avec l'IA. Ça nous permet, à la fin de la semaine, d'avoir une vraie cartographie visuelle pour savoir où est-ce que les personnes portent leur attention, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'IA, comment ils imaginent le futur de leur métier et avoir un niveau de maturité ou une analyse de maturité autour de ces sujets-là. La deuxième semaine, on est vraiment dans le passage à l'action par rapport à ce qui a été remonté la première semaine et une préparation qu'on a fait avec les commanditaires ou les responsables de la promo. On va on va proposer à chaque collaborateur 3 missions parmi une cinquantaine dans l'outil, mais il choisit une par rapport à ce qu'il a à faire dans la journée. Ce n'est pas en plus de ce qu'il a à faire. Par rapport à ce qu'il a à faire à la journée, il va utiliser ou tester un outil d'IA. On cadre aussi les sujets autour du Shadow IA et on peut permettre dans le cadre du programme de tester des choses en dehors de ce qui existe dans le groupe. Et pendant 10, on choisit cette mission, on pose l'outil et à la fin de la journée, on vient dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai moins bien réussi à faire, où est-ce que j'ai réussi à trouver les ressources, à la fois documentaires ou des personnes que je peux solliciter pour réaliser ma mission. Et à la fin de la semaine, on a pareil une autre cartographie où on va voir où est-ce qu'on est déjà bon. Et du coup, peut-être qu'il n'y a plus besoin de former ou d'accompagner les gens de la même façon sur ces sujets-là. Où est-ce qu'on est moins bon? C'est quoi les trous qu'on a dans la raquette par rapport à nos métiers, à nos besoins réels? Et arriver petit à petit à la troisième semaine où c'est une semaine de réflexion, d'introspection à la fois individuelle et collective pour commencer à repenser nos métiers avec l'IA. Et on finit ce programme avec un atelier de 4 heures où le but de l'atelier est de sortir avec un vrai plan d'action. Et ce plan d'action, en fonction de la maturité des équipes, en fonction de leurs envies, de leurs intentions, de ce qu'ils veulent faire avec ces IA, soit on s'oriente vers des plans d'action organisationnels. En fait, ils repensent leur façon de travailler en intégrant pleinement l'IA dans leur process, soit sur l'identification de nouveaux cas d'usage, soit sur la façon dans laquelle on va faire monter en compétence
les personnes en fonction de ce qu'on sait faire et comment justement on va structurer cette montée en compétences dans le temps, ou, et j'ai eu ça avec certaines fonctions, et notamment des fonctions support, on n'est pas encore prêt. On a des prérequis nécessaires avant d'intégrer l'IA, et notamment sur des aspects data, sur des aspects process. On garde une dimension veille sur ce qui se passe autour de l'IA pour ne pas être complètement dépassé, mais le plan d'action est de travailler sur ces prérequis pour que d'ici 3 mois, 6 mois, on soit prêt pour lancer un vrai sujet d'IA à valeur. On suit les résultats ou ce plan d'action au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois pour voir réellement l'impact que ça a changé dans le déroulé du système ou dans l'évolution du fonctionnement du collectif. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un premier diagnostic avec ce framework MSPTC. C'est encore un MVP de ce diag, mais en tout cas, ça vous donne, à travers cette évaluation et c'est une série de questions-réponses, une évaluation de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ces 5 axes-là qu'on traite dans le cadre de ce modèle. Voilà, merci à tous, passez une excellente fin de journée, un très bon week-end, et vive l'IA!